Voilà, quand tu n'es pas là à l'instant, signé Madame Charlotte Dipanda pour notre bonheur. J'espère que vous avez apprécié. On va dans quelques instants retrouver Gaël de l'autre côté pour nous dire quelles sont les stratégies à mettre en place pour ne plus avoir peur de prendre la parole en public. On a eu une petite discussion avant. Moi je dis c'est d'abord un don, comme disait Mireille Grasse. On naît avec ça, il y a des gens qui naissent avec un courage de lion et il y a d'autres qui vont travailler ça avec des coachs comme Gaël par exemple ou les autres, donc pour essayer de tuer la phobie ou alors la peur de prendre la parole en public. Il y en a, même si vous leur donnez tout l'or du monde, ils ne prendront jamais la parole en public, mais sauf que au fur et à mesure qu'on évolue dans la vie, on va se retrouver à apprendre à parler en public. Si tu veux être président de la République, si tu veux être ministre, si tu veux être un grand boss, entre guillemets, dans une entreprise, tu es obligé d'apprendre à parler en public parce que il faudrait t'adresser à tes employés, etc. Donc il y a des situations qui font que tu es obligé d'apprendre à parler en public. Si tu es un enseignant, tu es obligé de savoir comment ça se passe, etc. Et ce n'est pas donné. Donc on va avoir toutes les leçons aujourd'hui. Là maintenant c'est la professionnelle qui prendra la parole pour nous dire exactement ce qu'il faut faire pour éviter la peur ou la phobie de parler en public. C'est dans quelques minutes, quelques secondes seulement, le temps que tout soit structuré. De l'autre côté, en tout cas, bonjour Gaël, bienvenue. Bonjour. Joyeux anniversaire encore à vous. Vous avez eu un an de plus hier. Ah bon? Merci. Oui, je lui ai souhaité joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Vraiment, tous vos souhaits me touchent énormément. Merci Mireille Grasse, merci Sonia. Bien des choses à toi, Gaël. Merci à tout le public de rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer sa peur de parler en public. Donc, ça s'appelle dans le langage spécifique la glossophobie. Mercredi dernier, Calvino nous a posé une question qui est vraiment une question très essentielle dans la prise de parole en public. Comment est-ce qu'on peut gérer? Comment est-ce qu'on peut surmonter sa peur de parler en public? Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur cette question et à travers 3 grands segments, nous allons parler tout d'abord des causes. Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à parler en public? Ensuite, nous allons voir les manifestations. Comment est-ce que ça se présente une personne qui a du mal à s'exprimer en public? Et enfin, on va voir comment y remédier, bien sûr. Voilà. Commençons sans plus tarder avec les causes. Il existe quelque chose de très profond dans la prise de parole en public. La prise de parole en public est liée à notre identité et à notre être. Pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir parler devant les gens, il faut avoir une bonne estime de soi-même et une bonne confiance en soi. Ces deux notions qui sont à peu près identiques, mais quand même il y a une légère différence. On va donc parler aujourd'hui de l'estime de soi et de la confiance en soi. Avant de continuer, j'aimerais d'abord vous préciser que aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les natifs du mois de novembre de ce plateau, donc Mireille Grasse et moi-même, avons pris un léger coup de froid. Donc ne soyez pas surpris si pendant cette émission, je me racle aussi la gorge, comme ça a pu arriver à Mireille Grasse, c'est humain. Donc voilà. Ça ne va pas nous empêcher. Les gens qui savent parler en public, là, on les transitionne. Hein, non, Calvino. Cacher les tas.
Non, mais en fait, ça montre une bonne estime de soi-même. Ça veut dire, quelles que soient les conditions dans lesquelles on peut être, de manière physique, de manière naturelle, on doit arriver à notre objectif en sachant qui on est. Ça veut dire, même si j'ai une petite toux, même si je suis un peu grippée, je sais au fond de moi qui je suis, j'ai confiance en moi et je peux arriver à mon résultat. L'estime de soi, qu'est-ce que c'est? L'estime de soi ici, c'est la manière dont on se regarde. Je vais prendre le marqueur rouge. C'est la manière dont on se voit. On va se dire, mais à quoi ça sert vraiment, même si je me vois n'importe comment. Mais aujourd'hui, nous parlons de la prise de parole en public. Pour ceux qui ont suivi l'émission de mercredi dernier, on a expliqué que la prise de parole en public, c'est une des caractéristiques phares d'une personne charismatique, d'un leader, donc d'une personne qui peut amener une communauté ou des personnes à un développement au progrès. Par conséquent, comment est-ce qu'une personne qui veut insuffler un développement, comment est-ce qu'une personne qui peut insuffler le progrès se voit elle-même dans un miroir? De manière simple. Quand vous êtes face à votre miroir, comment est-ce que vous pouvez vous définir de manière très simple? Je vais poser un peu cette petite question à Calvino. Calvino, quand toi tu es devant ton miroir, non, avant de monter sur scène par exemple, comment est-ce que tu te définis? Qu'est-ce que tu te dis? Quel est le mindset que tu as? C'est-à-dire que c'est de faire des gens rire non-stop. C'est-à-dire que c'est d'être un instrument. C'est-à-dire que si je parle 30 secondes, les gens ne rient pas, je vais dire que j'ai raté mon truc. Le mindset de champion, oui. Oui, des champions, quoi. Oui. On remarque par exemple les catcheurs. Je vais prendre l'exemple des catcheurs. Ils se donnent des noms avant de monter sur le ring. Oh, l'invincible. Je suis l'indestructible, le plus grand, le champion de tous les temps. Toutes ces significations, ces exemples ou ces noms que les catcheurs, les hommes de scène, les personnes dans le monde du sport, les sportifs se donnent, représentent la vision qu'ils ont d'eux-mêmes. Ça veut dire que avant d'entrer en compétition, avant d'aller sur un ring, avant d'aller sur une scène pour prendre la parole, tu te vois comment? Et c'est cette image-là qu'on a de soi que les autres vont recevoir, que les autres vont capter et qui va les amener à nous suivre et à nous écouter jusqu'au bout. Donc, je vais vous demander, à vous qui nous écoutez aujourd'hui, à la maison, dans les bureaux, au quartier, comment est-ce que vous vous voyez face à un miroir? Quel est l'adjectif que vous pouvez vous donner et qui définit la vision, votre personnalité? Comment est-ce que vous voulez que les gens vous perçoivent? Ça, c'est l'estime de soi. On va aller avec la confiance en soi. Mais qu'est-ce que c'est que dans la confiance en soi? La confiance en soi est tout simplement c'est l'assurance qu'on a en ses compétences. Excusez mon griffonnage. L'assurance qu'on a de ses compétences. Quand on a un catcheur, revenons avec l'exemple du catcheur. Je m'appelle Unbreakable, donc je suis quelqu'un d'incassable, quelqu'un qu'on ne peut pas faire tomber. C'est l'estime de moi. C'est la vision que j'ai de moi. Mais maintenant, la confiance en moi signifie qu'en étant l'homme incassable, en étant la personne qui ne peut pas tomber, j'ai la force, j'ai le pouvoir, j'ai la capacité de dominer. La confiance en soi, c'est la confiance, c'est la certitude qu'on a d'accomplir les choses qu'on a à accomplir. Je vais revenir. L'estime de soi, c'est comment je me vois devant un miroir. Comment est-ce que je peux me qualifier personnellement? La confiance en soi, c'est la confiance, l'assurance que j'ai dans mes compétences. En matière de catch, je sais, je suis sûre que je maîtrise les techniques.
en matière de prise de parole en public, je suis sûre que je maîtrise les 5 questions fondamentales qui nous permettent de préparer notre prise de parole en public. Voilà. Si vous nous avez suivis mercredi dernier, vous savez déjà tout sur ces 5 questions. Et si vous ne nous avez pas suivis, je vous invite à aller voir le replay sur la page STV, émission de rendez-vous. Voilà donc la différence qu'on peut faire entre l'estime de soi et la confiance en soi. On va, sans plus tarder, entrer dans les manifestations. Mais à ce propos, Mireille Grasse, je pense que tu nous as réservé un petit quelque chose. Comment est-ce que les gens perçoivent cette notion de peur et de prise de parole en public? Oui, nous nous sommes adressés justement à l'homme de la rue, où on leur a posé la question de savoir comment est-ce qu'ils se comportaient quand ils devaient prendre la parole, si c'était difficile pour eux de prendre la parole en public. Et chacun est venu à donner son avis du mieux qu'il pouvait. Et ceux qui avaient confiance, et ceux qui disaient qu'ils n'avaient pas peur, et ceux qui disaient que c'était difficile. Bref, les avis sont partagés. C'est le Vox Pop de l'homme de la rue. Oui, tellement facile. L'essentiel, c'est d'être déjà au parfum du sujet. Quand vous êtes informé, vous avez l'actualité. Ça vous permet de vous exprimer librement en public. Bon, peut-être moi j'ai ces chances, peut-être parce que comme j'étais chef de classe, et vous le savez, ça permettait quand même de parler à ses camarades. Ça m'a facilité de m'adresser facilement en public. C'est à peu près ça. Il n'y a pas de crainte à parler en public. Et il suffit suffisamment de connaître, comme je disais tantôt, de maîtriser son sujet et on s'exprime librement. Moi particulièrement, ça ne m'arrive pas de prendre la parole en public, mais qu'à cela ne tienne dans ce pays, dès le moment où nous avons eu la liberté d'expression, bon, les individus essaient de raconter du n'importe quoi, bon, parce que déjà, cette liberté d'expression les pousse à vociférer, à raconter des choses qui n'ont pas entièrement de sens. Mais, à ma personnalité, ce n'est pas évident de prendre la parole en public et de raconter n'importe quoi parce que ça peut dégénérer et créer des lacunes là où il ne faut pas. Et en quelque sorte, c'est de ça qu'il est question. Oui, il faut laisser les thèmes précis à l'endroit. La prise de parole en public, vraiment, pour un début, c'était pas facile. Je me rappelle quand j'organisais mon anniversaire, quand il faisait seconde. J'ai pleuré, je n'ai pas pu prendre la parole en public. Mais dès que j'ai intégré une association de jeunes quand je faisais terminale, depuis ce jour-là, j'ai commencé à prendre la parole devant tout le monde. Je peux m'exprimer, même devant le président, je peux m'exprimer très librement même. Non, c'est pas facile de prendre la parole en public. Il y a certaines personnes qui sont frustrées par la population et ils ne sont pas généralement habitués à parler devant les gens. On apprend à parler en public. Parler en public, ça commence déjà à partir de la maison, à partir de le domicile familial, là où tu as grandi, comment tu as élevé, comment tu as éduqué. Pour parler en public, je parle souvent en public. Je n'ai pas peur, puisque étant en 6e, le professeur de français nous avait habitués à faire des exposés en classe, donc devant les élèves, pas suivant. Donc c'est ça qui m'a donné le courage de parler en public sans toutefois avoir honte. Très intéressant ce Vox Pop. Moi j'ai pris quelques notes. La première c'est la liberté d'expression. Il y a quelqu'un qui a parlé de la liberté d'expression. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. C'est très important parce que quand on parle de liberté d'expression, et bien sûr on voit également la prise de parole en public. La liberté d'expression, tout comme la prise de parole en public, est une responsabilité. Une responsabilité que doivent porter les personnes qui sont au devant de la scène, les personnes qui prennent l'engagement de transmettre des thématiques, des sujets, d'encadrer les communautés, les populations. Donc, on demande à toutes les personnes qui ont la possibilité de parler et d'être écoutées par un maximum de personnes, d'être vraiment responsables et de pouvoir mener les gens au développement, au progrès, comme on l'a dit au départ. Il y a également une autre note que j'ai prise. Il y a une jeune dame
qui a dit elle peut parler même devant le président de la République. Et là, je dis waouh, bravo, parce que quand on fait les tests de personnalité et les tests sur l'estime et la confiance en soi, on nous pose souvent une question, un certain nombre de questions, parmi lesquelles est-ce que vous pouvez prendre la parole, est-ce que vous pouvez engager une conversation sans avoir peur devant une autorité, un chef d'État ou même une personne influente? Et la jeune fille répond par oui, ce qui montre qu'elle a confiance en elle et qu'elle a une bonne estime d'elle-même. Il fallait voir la manière avec laquelle elle était dégourdie et avec laquelle elle répondait à notre vox pop. Nous allons continuer, après avoir vu l'estime de soi et la confiance en soi, avec les manifestations de la peur de parler en public. Est-ce que sur ce plateau, vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a eu peur avant de faire un discours, avant de s'engager devant une salle de classe? Est-ce que ça vous avez des souvenirs pareils que vous pouvez échanger avec nous? Oui. Oui, Mireille Grasse. Bah oui, j'ai quelqu'un dans ma famille qui avait du mal à parler, malgré qu'elle était bardée de diplômes. Quand je lui ai dit, par exemple, Tantine, est-ce que tu peux parler pour... Elle a dit non, 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 non. Moi, je suis peut-être... je peux encore écrire, mais parler en public, c'est difficile pour moi. Oui. Donc, du coup... mais on a quand même forcé pour qu'elle prenne la parole. Il fallait qu'elle tape les mains, il fallait motiver pour qu'elle puisse parler. Or, c'est une personne extravertie. Ce qui est bizarre, elle est extravertie. C'est quelqu'un qui est même palabreuse à la limite, mais qui a du mal à prendre la parole en public. Et quand elle veut parler, c'est comme si peut-être c'est un peu comme la guerre. Voilà. Donc du coup, peut-être, je me suis dit peut-être que c'est dû à certains antécédents familiaux. Peut-être elle n'avait pas encore libéré sa pensée, libéré son cœur pour pouvoir parler sereinement à sa famille, parce qu'il y avait toujours des clashs, etc. Donc c'était devenu très difficile. Tu as abordé quelque chose de tellement important, Mireille Grasse, et qui m'oblige à revenir sur cette question d'estime et de confiance en soi. Quand une personne manque de confiance en elle, cela se manifeste souvent par la dévalorisation. Ça veut dire quoi? On a prenons deux situations. La situation d'une personne qui réussit et la situation d'une personne qui ne réussit pas. Dans le cas de la personne qui réussit, en cas de dévalorisation, la personne va se dire que la réussite n'est pas due à ses compétences. Elle va imputer sa réussite à quoi, par exemple? La chance. À la chance. On va se dire, ah, c'est une chance, j'ai reçu mon examen, c'est une chance. Pourtant, tous les soirs, cette personne était en train de bûcher, d'étudier, de réviser ses leçons. Même en entreprise, il y a certaines personnes qui donnent de bons résultats, elles arrivent à avoir des nominations ou des promotions, et puis la personne vous dit, bon, moi, vraiment, c'est une question de chance. Il y a la réussite, mais la personne n'assume pas sa réussite, elle se dévalorise. Quand la personne donc ne réussit pas, elle va commencer à se dire que elle va en vouloir aux autres, elle va voir tout en noir. Ah ça, moi j'ai jamais eu de chance, de toutes les façons, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. La dévalorisation est quelque chose qui est un signal
qui montre que la personne n'a pas confiance en elle-même. Une personne qui est en situation de dévalorisation ne peut pas aisément prendre la parole en public, ne peut pas aisément s'exprimer. Parce qu'on l'a dit, l'image qu'on a de soi-même est très importante au moment où on a un message à transmettre. Donc, voilà une des manifestations du manque de confiance, c'est la dévalorisation. Également, Mireille Grasse, tu l'as dit, quand une personne a du mal à s'exprimer, elle va commencer à se toucher le corps. Hein? Elle va commencer à être en contact avec elle-même. Voilà. Elle a envie de pisser. Oui, il y a cette envie de faire pipi. Vraiment. Elle a soif. Il y a la soif. Hein? D'autres ont même envie de vomir. Donc, vous voyez que le manque de confiance en soi a des répercussions même sur le plan physique. Comment donc un leader, comment donc une personne charismatique, quelqu'un qui doit amener des autres à leur progrès, peut se tenir devant ces gens-là avec un état qui n'est pas positif et les encourager à devenir des personnes meilleures? Les manifestations également, moi j'ai une dame qui m'a dit sur les réseaux sociaux, après que j'ai communiqué sur le thème, elle m'a dit « je transpire à grosses gouttes, même si je suis dans un espace qui est climatisé. » Elle transpire à grosses gouttes. Parce que même entre les jambes, ça transpire, ça dégouline là au niveau, à l'intérieur surtout pour les femmes. Oui, ça... Non, mais également pour les messieurs, hein. Il ne faut pas croire, parce que même au niveau des aisselles, il y a des gens qui prennent même un mouchoir, ils sont en train de... C'est le manque d'assurance. Il ne faut pas se dire que c'est une fatalité. Sûrement, à la maison, des gens peuvent se reconnaître ou reconnaître un tiers qui a tous ces symptômes au moment de la prise de parole en public. Il y en a même qui bégayent. D'habitude, ce n'est pas quelqu'un qui est atteint de bégaiement, mais la personne se met à bégayer ou elle oublie son texte, elle oublie tout. Ce n'est pas une fatalité. On peut y remédier. Alors, la dernière fois, on s'est dit que la prise de parole en public est une compétence. La compétence nous permet de se positionner dans la société comme étant une personne positive, une personne charismatique, un leader. Et la compétence nous emmène à pouvoir montrer notre savoir-faire et à avoir des promotions, on l'a dit tout à l'heure. Hein? On va voir en entreprise parce que par rapport à un autre commercial, on a la capacité de s'exprimer aisément, de faire des présentations. On sera le prochain directeur commercial. Dans notre communauté, on sera un leader communautaire. En famille, vous serez le porte-parole de la famille. Donc, c'est important de se dire que la prise de parole en public, c'est une compétence qui peut nous faire du bien dans notre vie sociale, mais aussi dans notre vie business au quotidien. Alors, comment y remédier? C'est sûr qu'à la maison, on se demande comment est-ce qu'on peut remédier à cela. La première chose, c'est qu'on va d'abord travailler sur sa confiance en soi. C'est très simple. Je vais vous proposer un petit exercice. À partir de ce soir ou de cet après-midi, rentrez dans votre maison, dans votre chambre, dans votre douche, regardez-vous face à votre miroir et demandez-vous, mais au fait même, qui est-ce que je suis? Je renvoie à quoi? Qu'est-ce que je représente? Il faut être, comment on dit ça? Il faut être sincère avec soi-même. Ça veut dire noter ses points faibles et reconnaître ses points forts. Parfois, on
peut même se faire aider de la famille. Si on n'arrive pas à avoir un regard assez objectif sur soi-même, on peut aller auprès de ses amis, auprès de ses frères et de ses sœurs et demander, mais comment toi tu me vois? Qu'est-ce que tu vois en moi? Je t'inspire quoi? Et toutes ces petites réponses vont nous permettre de se dire, ah là, je suis en moins et là, je suis plutôt en plus. Quand je me regarde dans un miroir et que je me dis, voilà, je tremble souvent quand je prends la parole en public, les gens trouvent que je manque de confiance, que j'engage difficilement les conversations avec les autres, je suis timide, ou peut-être je suis une personne très avenante, je suis sympathique, je suis souriant. On va faire une sorte de petit tableau de soi-même représentatif et on va se dire, voici ce que je veux garder. Voici ce que je veux améliorer. Parce que quand c'est négatif, ce n'est pas forcément quelque chose qui doit nous laisser dans le trou, mais qu'on peut améliorer. Donc, on fait donc ce petit récapitulatif devant son miroir. Quels sont mes points faibles? Quels sont mes points forts? Qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que je veux cultiver encore? Qu'est-ce que je veux améliorer? En deuxième partie, après avoir travaillé sur notre vision, on va continuer par la valorisation. On a vu tout à l'heure en termes de valorisation que on a la valorisation dans le cas où on réussit et la valorisation dans le cas où on ne réussit pas. Réussite et non-réussite. Je mets non-réussite parce que échec pour moi, le mot échec, moi je l'ai enlevé de mon vocabulaire. Réussite et non-réussite. Dans le cas de la réussite, on a vu tout à l'heure qu'une personne qui manquait de confiance en elle-même, dans le cas où elle réussit, elle est toujours en train de se dire non, c'est la chance, ce n'est pas grâce à mes compétences, ce n'est pas grâce à moi-même. Cette fois-ci, quand vous réussissez, il faut vous dire non, j'ai confiance en moi, j'ai quand même un bon background. Ça veut dire que vous mettez vos compétences en avant. Vous mettez vos compétences en avant. Vous savez vous vendre. Vous savez vous dire, ça je suis capable de le faire parce que je l'ai appris, soit sur les bancs, soit sur le terrain, soit grâce à l'apport des personnes qui m'ont accompagné. Il faut savoir se donner des petits plus au quotidien. Dans le cas de la non-réussite, on va se dire, d'accord, je n'ai pas réussi peut-être à mon examen, je n'ai pas réussi à avoir cette promotion, il faut que je m'améliore. Il faut que je passe à une autre étape, peut-être en termes de formation, peut-être en améliorant mon organisation, peut-être en améliorant ma façon de recevoir les enseignements. Donc ici, je vais passer d'une situation de non-réussite et je vais me galvaniser, je vais me donner encore plus de punch pour me dire, cette fois ça n'a pas marché, mais next time, ça va marcher. Mais ce n'est pas seulement en disant avec la bouche. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure des outils. Vous pouvez mieux vous organiser à la maison. Vous pouvez aller vers des personnes qui vont vous galvaniser. Vous pouvez encore même vous dire que voilà, je change totalement de méthode pour donner le meilleur de moi-même. Donc, dans cet état, on va travailler sur la valorisation de soi-même. On va travailler sur comment est-ce qu'on peut améliorer l'image qu'on a de soi et sur comment est-ce qu'on peut améliorer le rendement qu'on donne au quotidien. Alors, ça c'est en termes sur le plan de la confiance en soi, comment y remédier. Mais également les Américains ou les Anglo-Saxons disent fake it until you get it. Moi j'adore ce petit mot là. Fake it until you get it. Il y a des personnes pour lesquelles vraiment elles auront beau se valoriser, elles auront beau essayer des techniques d'estime de soi, mais tant qu'elles ne sont pas passées à l'action,
Tant qu'elles restent toujours dans « d'accord, je m'organise, je fais ci, je fais ça », mais elles ne prennent pas la parole en public, elles ne vont pas au-devant de la scène, elles ne pourront pas le faire. Mireille Grasse a donné l'exemple tout à l'heure du membre de sa famille, de la dame, qui n'arrivait pas. Mais c'est une très bonne chose que la famille encourage et dit « vas-y, essaie, fais-le ». Et parfois, la peur même n'est qu'une représentation de toutes ces choses qui, peut-être dans un passé lointain ou proche, nous a empêchés de nous exprimer un jour. Qu'est-ce qui vous dit que, en essayant ce jour-là, vous n'aurez pas de résultats positifs? Donc, il faut essayer. Fake it until you get it. Donc, fais semblant de prendre la parole en public. Essaie. Parce que ça, c'est le mot à mot. Fais semblant. Essaie. Jusqu'à ce que ça donne. Ça veut dire j'ai pris la parole aujourd'hui en famille. C'est vrai, je me touchais un peu les mains, je me touchais un peu la tête là. Voilà, j'avais une communication à faire. Ça n'a pas été le top. Mais avec le retour du public, avec le retour des membres de ma famille, avec le retour des personnes qui sont à côté, on peut dire, mais la dernière fois, tu touchais un peu trop le bout de ta chemise là, et on s'améliore. Donc, n'hésitez pas à saisir les opportunités pour prendre la parole en public. Je vais un peu demander à Solange, de manière pratique, la parole en public. Solange, quel est le regard que tu peux avoir entre ta première expérience en tant que journaliste, en tant que présentatrice, et aujourd'hui que tu es quelqu'un de confirmé? Quel est le regard que tu as entre la première fois où tu as pris la parole devant la caméra et aujourd'hui? En tout cas, sincèrement, je répondrai en disant que j'ai eu la prise de parole facile depuis toute petite. Oui. Et effectivement, comme vous étiez en train de dire tout à l'heure, cette confiance, je l'ai développée toute petite. Et comme je dis souvent, c'est les parents qui doivent développer cette confiance dans les enfants, leur permettre de s'exprimer, leur dire tous les jours qu'ils sont beaux, ils sont belles, parce que le fait que mes parents me disaient ça tous les jours, et donc ça a galvanisé. Donc moi, dès le premier jour, par exemple, ici à la télévision, à STV, j'avais déjà cette assurance. C'est vrai que je pouvais buter, il pouvait m'arriver de buter parce que j'étais un peu au tout début, je n'avais pas encore les rouages de la télévision, du truc, mais j'avais déjà, et je pense qu'il faut déjà commencer par travailler l'assurance en soi. Moi, lorsque je vais présenter une soirée, par exemple, et que je suis bien habillée, je suis confiante en moi, que j'ai une belle robe, j'ai une belle paire de chaussures, je suis bien coiffée, j'ai les ongles prêts et qu'il n'y a rien physiquement à reprocher sur moi, ça coule comme l'eau de source. Tout à fait. Et comme je dis toujours, vous me mettez dans les conditions les plus belles, je sors le meilleur en moi. Donc je crois que c'est la confiance, c'est les conditions, c'est tout ça. C'est même l'éducation. Voilà, c'est l'éducation même. Et c'est ça qu'on doit apprendre à nos enfants. Leur permettre souvent. C'est pour ça qu'à l'école primaire, et on avait cette séance de récitation à haute voix où chacun venait, récitation, on applaudissait, on se machin, et puis tout le monde applaudissait. C'était une façon de nous apprendre déjà à parler en public. Tout à fait. Vraiment, Solange, quand tu parles de l'éducation, c'est très important. Et aujourd'hui, beaucoup d'adultes ont du mal à s'exprimer parce que à la base, à la maison, on ne permet pas toujours aux enfants de s'exprimer et de parler. Je vais parler d'éducation. Il faut une éducation positive. Il faut communiquer au sein des familles, mais communiquer positivement. Je vais partir de la petite enfance, parce que c'est là même qu'on développe la confiance en soi des enfants. Laisser les enfants s'exprimer, parler.
Le langage des enfants, on l'a vu la dernière fois, n'est pas identique au nôtre, mais il est important pour eux de dire ce qu'ils ont à dire quand ils sont tout petits. Donc, l'expression, ils doivent s'exprimer. Et l'expression des enfants passe par la parole, les jeux. C'est ici qu'ils reçoivent les premiers signes de la confiance en eux. Laissez-les s'exprimer. Ne forcez pas que les enfants aient le langage des adultes. Parce que parfois, on te dit, non, c'est pas comme ça, il faut plutôt comme ceci. Laissez-les un peu s'exprimer. Donc, au niveau de l'enfant s'exprimer, il faut aussi leur donner la possibilité d'avoir des, des responsabilités. Donc, donner les responsabilités aux enfants. Quand on reçoit des gens à la maison, si vous avez des personnes de confiance, vous pouvez permettre à ce que c'est les enfants qui accueillent les personnes. Bonjour tata, bonjour tonton, bonjour monsieur, bonjour madame. Vous pouvez prendre place, maman arrive, papa arrive. C'est important. Cette responsabilité-là, ça permet à l'enfant déjà d'être en situation et face à des inconnus ou à un public de confiance. Quand le téléphone sonne et que vous n'êtes pas proche, l'enfant peut décrocher le téléphone de maman parce qu'elle est... Et puis, il y a une façon, parce que tout ça joue. Hein. Tout à fait. Allô, bonjour, maman n'est pas là, elle est occupée. Est-ce que vous pouvez rappeler? Tout à fait. C'est très important. Donc, laissez les enfants s'exprimer, donnez-leur des responsabilités et dans la petite enfance également, mettez-les en contact avec les autres. L'univers d'une personne, et si ton enfant est dans un endroit où il n'y a pas d'autres enfants, il n'y a pas possibilité, ou bien ils sont dans une localité où elle n'est qu'avec sa mère, par exemple. Oui. Comment on peut faire pour pallier à ça? En ville, hein, et puis dans certaines zones rurales même, aujourd'hui, il y a des espaces qui sont dédiés à la lecture commune, des espaces qui sont dédiés aux jeux en communauté. Il y a même des parcs qui sont d'accès gratuit. On sait que le samedi, le dimanche, les familles se réunissent là-bas. On peut aller en famille avec les enfants et permettre que les enfants puissent un peu aller à la rencontre d'autres personnes, échanger, jouer au ballon. Parce que quand un enfant a un ballon, par exemple, tous les autres vont venir immédiatement. Donc, on peut utiliser cela. Mais il y a également, Calvino, les kermesses. Hein, les moments de regroupement, même en campagne. Même dans les églises. Même dans les églises. Même dans les églises. Donc il y a des moments, comme c'est la fin d'année maintenant, beaucoup de manifestations culturelles dans les quartiers, dans les églises, dans les écoles, dans les quartiers, dans les communautés. Associations. Voilà. Donc il faut donner la possibilité, on peut accompagner les enfants et rester en retrait, leur permettre de s'exprimer, de jouer tout en observant. Ou bien, si on a confiance au responsable, si le lieu est sécurisé, aller vers le responsable et prendre les données, laisser l'enfant et venir récupérer les enfants. Donc c'est important qu'il y ait ce contact social-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui grandissent sans avoir à échanger en dehors de l'école ou en dehors de la maison. La barrière. Voilà. Donc, à un moment, quand il se retrouve en entreprise, il est commercial, on lui dit va prospecter. Il est tétanisé. Comment est-ce qu'il va venir? Comment est-ce qu'il va engager une discussion? Comment est-ce qu'il va engager une conversation? Comment est-ce qu'il va vendre le produit? Comment est-ce qu'il va vendre l'entreprise? C'est compliqué. Donc, oui, Mireille Grasse. Oui, Gaëlle, je voudrais... je vais faire une petite remarque aujourd'hui au niveau même des jeunes. Des jeunes n'arrivent pas à s'exprimer quand on leur pose même des questions. Je vis ça même avec l'un des miens à qui tu poses une question qui est toujours parti dans sa tête, quand je dis parti, et il ne met pas le mot exact à l'endroit exact. Tout à fait. Je vois ça mélange et partout. Mais tu vois un enfant qui est quand même dans une classe supérieure, une grande classe, et ben, tu te poses la question, mais est-ce qu'on ne devrait peut-être pas aussi initier les enfants à la prise de parole, tout à fait. À l'école? Je suis très contente parce que beaucoup
d'organisations, beaucoup de jeunes coachs travaillent avec des enfants et ont initié des cours, des challenges sur des questions d'art oratoire. Partant de la petite enfance jusqu'à l'adolescence, c'est possible. Mais concernant le problème de vocabulaire, Mireille Grasse, moi personnellement, à un moment, je me suis sentie, je me souviens, j'étais à la fac, très jeune, je lisais beaucoup. On était abonnés, nos parents nous abonnaient à des livres, à des bibliothèques, autant pour moi, on avait des livres tout le temps à la maison. Après, ça a cessé. Donc, j'arrive à un moment où je cherche mon vocabulaire. Comme on dit souvent, j'ai le mot dans la tête, mais j'arrive pas à le dire. La lecture aide énormément à avoir cette aisance en matière de prise de parole en public. Malheureusement ou heureusement, les réseaux sociaux, ça dépend d'où on se place, aujourd'hui accaparent beaucoup l'attention des jeunes et au détriment des livres. Comme on l'a connu, nous, avec soit les magazines, soit les livres, soit les revues. Mais on a la chance, encore avec ces mêmes réseaux sociaux et Internet, d'avoir accès à toutes les bibliothèques du monde entier. Ça veut dire que en étant chez soi, on peut avoir accès à tous les livres qu'on veut, même gratuitement, hein, sur les réseaux sociaux. Donc, les e-books. Tout à fait. Donc, il faut orienter. C'est aussi à nous, les parents, aux éducateurs, aux coachs, etc. C'est à nous d'orienter les jeunes vers ce qu'il y a d'enrichissant sur Internet. Et leur dire, voilà, il y a un site spécialisé pour les livres, si tu aimes les livres d'aventure, si tu aimes les livres de science-fiction, si tu aimes les livres de société, tu peux trouver de quoi avoir du grain sous la dent. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai pratiqué, et en reprenant avec la lecture, et quel que soit le type de littérature ou de lecture qu'on peut apprécier, il y a toujours ce vocabulaire-là qui est enrichissant, et il y a des méthodes. On peut avoir un petit dictionnaire à côté. Quand le mot est un peu compliqué là, on regarde son dictionnaire, on note, ça permet que le mot reste et le vocabulaire s'agrandit. Donc voilà ce que je peux dire en ce qui concerne comment remédier à tout ce qui est peur de prise de parole en public. On commence avec la petite enfance en se disant que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Et on ne veut pas que les enfants soient forcément à notre image. On veut qu'ils soient mieux que nous. On veut qu'ils soient encore plus épanouis que nous. Donc, leur donner déjà la possibilité de s'exprimer, leur donner des petites responsabilités à la maison, leur permettre d'avoir le contact avec d'autres jeunes de leur âge. Donc, ça c'est pour ce qui concerne l'éducation dès la base. Ensuite, on va se dire qu'on va travailler sur son estime de soi, sur sa confiance en soi, en se valorisant, en se disant, voilà qui je suis, j'ai de la valeur, je suis capable de le faire. Si je n'arrive pas à donner le meilleur de moi-même, au moins j'essaie, au moins j'essaie, au moins j'évolue, au moins j'avance. Parce qu'en restant dans un état statique, on ne saura jamais en fait quelle est cette expérience et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter d'enrichissant. En troisième position, quand il s'agit bien sûr de dépasser, de surmonter sa peur de parler en public, on va fake it until you get it. Ça veut dire qu'on va passer à l'action. On s'est dit que à la base, on a été bien éduqué, on a été sociabilisé, on a travaillé sur sa confiance en soi, sur la vision qu'on a de soi-même, son mindset. Maintenant, on va aller sur le terrain. On va essayer. Il y a les réunions à la maison, il y a les regroupements familiaux, on essaye. En entreprise, on dit qu'il y a une petite présentation, on essaye. Ça ne marche pas, ça va marcher. On va regarder tout ce qu'il faut en termes de préparation sur la prise de parole en public. Avec notre émission de mercredi dernier, on va réussir. On va saisir les opportunités pour prendre la parole en public. Parce que tous les grands orateurs que vous avez, nul n'a commencé en étant excellent. Voilà. Tout le monde a commencé quelque part, en tâtonnant, en essayant. Mais les meilleurs aujourd'hui, ce sont ceux qui n'ont jamais arrêté d'essayer. Ils ont continué.
qui se sont dit, j'ai confiance en moi, je suis quelqu'un de positif, j'ai le changement à apporter, et bien je continue. Et aujourd'hui, c'est le résultat que vous voyez avec tous les grands orateurs que nous avons. Alors, je ne sais pas s'il y a une préoccupation en ce qui concerne la peur de prendre la parole en public de manière spécifique. Dans le Vox Pop, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, ou bien encore dans la famille, est-ce que vous avez un exemple de quelqu'un qui essaye mais ça ne marche pas? Si vous voulez partager cette expérience ou une autre expérience, je suis à votre écoute. En fait, avant de partager l'expérience, sur la prise de parole en public, quand on regarde toute la démarche que vous avez faite pour essayer de combattre la peur de la prise de parole en public, on peut comprendre que la prise de parole en public n'est pas un don. Non. Ça, c'est le débat que, tu avais tout à l'heure. Il veut que vous tranchiez le débat. Maintenant, Calvino, tu veux me mettre au milieu du ring. C'est ça. Hein? Non, la question que je pose, c'est que est-ce que la prise de parole en public est un don? La prise de parole en public peut être un don. Ça veut dire il y a des personnes qui sont de manière naturelle, innées, vraiment ont cette éloquence, cette, voilà, comme Solange le disait, oui, elle est née. Maintenant, voilà. J'ai même pas foncé, j'ai même pas appris. Voilà. C'était déjà. Donc il y a des personnes comme ça. Moi j'ai l'adrénaline quand j'ai plus de public, plus j'ai le goût de... Je n'ai de parler. Voilà. Aucune peur. Parfois je me pose même la question, est-ce que c'est normal? Non, la peur n'est pas quelque chose d'obligatoire dans la prise de parole en public. Voilà. Ce n'est pas obligatoire d'avoir, c'est pas obligé d'avoir peur. Voilà. Non, si tu n'as pas peur, ça veut dire que tu ne vas pas bien parler. Non. Pas du tout. Non. Au contraire. Il peut avoir un léger stress. Il peut avoir un léger stress. Même un petit, juste un moment, on se dit voilà, bon, est-ce que j'y vais et puis c'est tout. Ouais, on a dit, il y a des gens qui sont comme c'est lancé. Ils ont vraiment l'amour de la scène. C'est quand ils se trouvent sur la scène. C'est ça l'adrénaline. C'est ça. Je vois les gens qui boivent la bière, qui fument, qui... Moi, j'ai pas besoin de tout ça, au contraire. Vraiment, tu es une chanceuse. Plus le public est nombreux, plus il y a... Il y a quelque chose. Quand je suis encore bien propre là, chaude là. Oh là là, la confiance. Le goût de ça. Il y a même la vandardise qui se cache derrière. J'aime ça. C'est comme Calvino. Oui, donc Calvino, il y a vraiment ces personnes qui sont de manière naturelle, bien dans leur peau, bien dans leur basket, et elles ont même envie d'aller vers la foule. Absolument. Bon, face à elles, il y a aussi des personnes qui sont vraiment très dans la réserve, qui sont timides, qui ont du mal à se mettre en valeur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une fatalité. Moi, j'ai eu des situations, personnellement, où si on m'avait dit « repars encore, va encore prendre la parole en public », je ne l'aurais jamais fait. Lors des conférences, face à des parterres qui sont vraiment de qualité, j'ai perdu ma voix quand je commençais en tant que public speaker. Mais en rentrant à la maison, j'ai fait cet état dont j'ai parlé tout à l'heure. Où est-ce que tu as fauté? Qu'est-ce que tu as bien fait? Parce que parfois aussi on dramatise. Voilà. C'est ce qui vous a tué parce que vous aviez en face de vous des personnes qui étaient... et vous vous disiez, je n'ai pas tout à fait. le niveau, je n'ai pas le carrure, donc je n'ai pas le truc. Et vous dites... Donc, quand je suis rentrée à la maison, parce qu'il faut prêcher par l'expérience. Il ne faut pas que les gens à la maison se disent que non, voilà, parce qu'on parle à la télé, parce qu'on est public speaker, on n'a jamais eu de moment de... Moi, ça m'est déjà arrivé. Et je rentre à la maison de manière très lucide, après toute la gêne, après toute la honte même, parfois qu'on peut ressentir, je rentre à la maison. De manière objective, je me dis, voilà, qu'est-ce que tu as bien fait? Je note, je demande même parfois les avis, le feedback. Comment est-ce que tu m'as trouvé? Comment est-ce que... Non, mais à ce niveau, où on se dit même souvent que ça n'a pas marché. Les gens te disent que non, c'était bien. Et où est-ce que tu as réussi? Parce qu'on ne peut pas tout rater à 100%. Non, où est-ce que tu as réussi? Alors, je prends mes forces. Je travaille encore plus sur mes forces. Je prends mes faiblesses. Je commence à travailler sur mes faiblesses pour passer d'un état moins à un état plus. Donc, Calvino, c'est possible pour quelqu'un qui a tellement peur, qui est timide, qui est renfermé, de sortir de sa coquille. Ah oui. Oui. Et pour quand cela, on est bègue alors, dans ce cas-là? Le bégaiement aussi, c'est quelque chose qui se travaille. Et ceux qui sont bègues, qui n'arrivent pas à prendre la parole en public?
Oui, bon, là, on a deux situations. Parce que le bégaiement est quelque chose de physiologique qui a à voir avec les cordes vocales. Et maintenant, la peur de parler en public peut être due au fait qu'on bégaye et peut-être les gens peuvent se moquer de nous. Mais le bégaiement, entre guillemets, se soigne. Ça veut dire qu'on est suivi par quelqu'un qui maîtrise. Voilà, il y a les orthophonistes qui travaillent dessus. Il y a aussi les professionnels de la voix qui travaillent sur le bégaiement. Et même, on est même arrivé souvent à certains cas où on a des bègues qui, dans le cadre restreint, n'arrivent pas à parler normalement. Moi, je connais des musiciens qui sont bègues, des rappeurs qui sont bègues. Quand ils arrivent sur la scène, tu ne reconnais plus ton ami qui bégaye à la maison. C'est quelque chose de fantastique. Donc, cette foule-là peut être vraiment cette adrénaline qui te permet de sortir d'un état et de donner le meilleur de toi-même. Donc c'est possible pour les bègues de se faire suivre par des orthophonistes, par des coachs voix. Ils peuvent se rapprocher de moi ou de toute autre personne qui est dans la prise de parole en public pour être dirigés vers les bons professionnels. Merci. Alors, Gaëlle, on se sépare parce que le temps est parti, on est à 52 minutes, on a encore 2 minutes avant de partir. Je voulais aussi donner un dernier petit secret quand même, c'est que lorsqu'on sait qu'on a une prise de parole en public, il y a un petit exercice, je ne sais pas si vous l'avez chez vous, c'est de se placer devant le miroir et de parler au miroir, de voir que le miroir c'est notre interlocuteur et c'est comme ça qu'on travaille également cette peur-là. Se parler en se regardant droit dans les yeux. Dans le miroir, c'est difficile. C'est pas facile. Et il y a aussi qu'il faut aussi envoyer même les enfants au théâtre. Oui, au bas âge. Bien sûr. On voit les enfants au théâtre. Tout ce qui est art, tout ce qui est expression permet aux enfants de sortir de leur coquille et de mieux se... Mireille, je ne sais pas si tu as un petit conseil aussi, parce qu'on est entre professionnels de la prise de parole là. Voilà. Un petit conseil. Non, mais déjà, je suis d'abord chanteuse à la base. Oui. Et il faut se placer devant un public. Pour cela, on avait des exercices comme parce qu'il faut enranger la foule, il faut parler à la foule, il faut captiver la foule. Et pour captiver la foule, il faut savoir ce qu'il faut faire au départ, c'est-à-dire peut-être tu peux faire une introduction avec une chanson, parfois pour parler, tu fais une introduction avec une chanson pour amener la foule à se concentrer sur toi et par la suite, bon ça c'est des exercices qu'on faisait devant un miroir toujours et en groupe on le faisait aussi pour pouvoir parler et c'est ce que j'ai par la suite développé moi-même personnellement. Moi je ne suis pas quelqu'un qui... Je suis agitée mais quand il faut prendre la parole en public, je prends tout mon temps avant de prendre la parole. Je prends le temps de m'écouter pendant que je parle. Parce que le plus important, c'est de s'écouter. Parce que quand on parle et on ne s'écoute pas en parlant, c'est très difficile. Les gars, il faut aussi dire que prendre la parole ici à la télévision devant les caméras, c'est pas le public. C'est pas le public. Il y a des journalistes que je connais, on les place devant un public pour présenter une soirée. Les gars sont down. Ils n'arrivent pas à placer 2 mots. Or, au journal, ils te sortent le français du journal. Donc, la prise de parole en public a une multitude de couloirs. Voilà. Multitude. Ça veut dire que il y a la prise de parole face caméra, il y a la prise de parole en public face au public, il y a la prise de parole en public vraiment exposée, autour d'une table, il y a des débats. Donc il y a vraiment différents couloirs en matière de prise de parole en public. Et un orateur, dans une spécificité, ne veut pas forcément dire qu'il a les techniques, les outils, tous les outils pour l'autre spécificité. C'est pour cela que un modérateur, par exemple, pour une conférence, ne sera pas facilement un présentateur pour une émission télévisée. Il va falloir qu'il revienne à l'école de la télé pour avoir les codes. Alors, rappelons qu'il y a aussi beaucoup de présentateurs qui n'arrivent pas à regarder la caméra. Merci beaucoup. Merci, en tout cas, merci à vous, Gaëlle, pour ce matin. C'est moi qui vous remercie. C'était un cours, comme d'habitude, un cours qui va nous apprendre beaucoup de choses et surtout pour ceux qui ont noté, comme on a souvent l'habitude de dire, vous prenez vos agendas, un stylo, une feuille et vous notez. C'est très important. Prendre la parole en public, c'est une très belle chose et quand on arrive à le faire
on n'est plus qu'heureux. Je pense aux pasteurs, je pense aux prêtres, parce qu'eux, ils sont habitués à ça, ils savent haranguer la foule des hommes politiques, etc. Donc si vous avez l'intention demain de jouer ces rôles dans la société, apprenez à prendre la parole en public, contactez Gaëlle Dio. Pourquoi pas, elle vous dira des choses, elle vous dira quand même la productrice de la maestra. Et chez nous on dit il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Quand je profite pour faire un coucou à Aristide Mabato qui nous regarde. En tout cas, on se retrouve demain, on sera jeudi. Mabato. On va continuer toujours dans notre lancée de The Rendez-vous. Ce sera le 4e épisode de la semaine. On vous convie tous. Portez-vous bien. Bon appétit à ceux qui sont déjà à table ou qui iront. On se retrouve demain s'il plaît à Dieu. Au revoir. Inch'Allah. À demain.